petits potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si je vais garder ça au montage. On se retrouve comme d'habitude pour le training. Training aujourd'hui, petit squat terre. Je vais prendre mon téléphone pour voir ce que je dois faire techniquement sur la prog. Nous sommes en semaine 2, du coup, en vrai, assez sympa de, en semaine 2, être déjà à 187,5 au squat et je crois un 2,10 au terre. Un 2,10 au terre, ce qui est vraiment pas mal. Donc je suis assez content, on va voir ce que ça va donner. Content parce que le level augmente bien. On va essayer de rester sur la même dynamique. Je sais pas si ça va pas être la vidéo, peut-être pas. La vidéo là où je vais vous plus développer mes tips sur comment j'ai amélioré mon squat. Donc peut-être que ce sera majoritairement une vidéo éducative, dirons-nous, plus que training. Mais je pense que je peux bien réussir à mixer les deux. Donc on va bien voir ça. En tout cas, là, je me prépare. Je vais tester une nouvelle Monster avec vous. Pas tout de suite parce que voilà, sinon la caféine va kick trop rapidement. Vous connaissez la méta. Non, je sais pas. Techniquement, le pic, je crois qu'il arrive après. En fonction des individus, bien évidemment, mais entre 30 et 1 heure. Je crois que le pic, c'est vraiment 1 heure. Donc voilà. Il faut le temps de se déplacer à la salle. Ma salle n'est pas à côté. Il faut le temps de monter au squat. Ça prend du temps. Voilà. Mais franchement, là, cette petite ultra raide là, j'avoue, elle me fait de l'œil. C'est pas celle à la pastèque ou quoi. Hein. J'en ai aucune idée de quoi aller. Parce que de toute façon, c'est le genre de boisson là où c'est pas écrit ni en français ni en anglais. C'est, je pense, de l'espagnol. J'ai fait le V2 espagnol, donc en vrai, maybe je peux réussir à capter ce qui a marqué. Ah non, ça a l'air plus d'être du portugais. Je vais pas mentir, j'y comprends que dalle là. Donc, ouais. Bref, elle va être bonne. Bon, j'ai le seum parce que je vous ai parlé pendant, je sais pas, 5 grosses minutes d'un bail du genre et le son n'était pas ouf. Donc voilà, là j'espère que ça ira mieux. J'ai réglé les petits soucis, donc je suis content. Maintenant en espérant que ça continue. Bref, du coup, je vous ai expliqué un peu comment je suis passé d'un squat qui était vraiment pas ouf à 155 kg en max à maintenant, à l'heure où je vous parle, 200 kg approximativement. Peut-être que ça fait un bloc, on ira chercher plus, mais voilà. Ça me fait environ en 2 ans un upgrade de 45 kg. Donc certains trouveront que c'est bien, d'autres que c'est pas beaucoup, d'autres que c'est beaucoup. Moi, ça m'a allé en termes de progression sur le squat. Et là, je suis sur une très bonne phase ascendante, donc en espérant que ça continue comme ça. Mais je vais vous expliquer les changements majeurs qui sont passés d'un point de vue technique. Majoritairement, donc je fais partie d'un profil de lifters qui ont les fémurs qu'on va dire longs. Relativement, il y a des personnes qui ont plus que moi et qui ne peuvent pas vraiment faire de squat limite à vide. Moi, je peux totalement parce que j'ai une bonne dorsiflexion, etc. Donc j'ai une biomécanique qui me le permet. Mais il n'empêche que c'est un peu désavantageux parce que quand tu as envie de faire un squat, tu as envie de le faire un peu comme le fait un haltéro, c'est-à-dire très droit quand tu fais ton lift. Donc moi j'avais tendance à vouloir rester droit, à cambrer et à me dire ok reste droit, reste droit, reste droit. Ce qui faisait que deux choses, j'avais pas l'adepse, ou c'était très limite. Et deuxième conséquence, toute ma mécanique de mouvement changeait à partir de la concentrique. Mon excentrique et ma concentrique n'avaient rien à voir. Dans l'idéal, on aimerait qu'elles se rapprochent. C'est pas grave si c'est pas 100% la même, mais c'est l'objectif qu'on essaie de faire. Mais en gros, ce qui se passait, c'était que je descendais très droit, comme ça, en cambrant. Une fois que j'étais plus ou moins à l'adepse, je remontais, comme c'était très lourd. Je bumpais mes jambes comme ça, et après, je finissais le mouvement. Ce qui du coup faisait une déportation totalement du mouvement, c'était vraiment pas optimal, etc. Et maintenant, avec mon coach, on a mis des cues en place et tout, il m'a mieux explicité certaines choses et j'y arrive beaucoup mieux. Et ça, je l'ai fait avec 1 ou 2 cues qui m'ont permis vraiment d'upgrade à fond mon squat. Dites-vous que quand vous voulez changer votre technique et tout, c'est un peu chiant de devoir penser à 3 millions de trucs. Donc commencez à implémenter des cues, mais petit à petit. Donc là, je vais vous en donner quelques-unes. Mettez-les en place petit à petit jusqu'à ce que le temps que l'une des cues vous soit automatique. Mais je vais vous expliciter du coup sur celles qui m'ont aidé sur ma première année de lift quelques minutes. Donc la première qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait de me dire qu'il faut que je crunch. Comme je vous l'ai dit, j'étais beaucoup souvent en extension comme ça, et donc j'avais un mauvais bracing et ça me permettait de pas bien d'atteindre la depth. Ou alors si je devais atteindre la depth, il y avait un peu un mouvement de bassin, donc passer de antéversion à rétroversion du bassin, ce qui là du coup fait ce qu'on appelle le butt wing. Et donc j'ai changé cet aspect-là en incorporant cette cue-là qui est de crunch.
crunch ou il y a d'autres personnes qui préfèrent d'autres cues. Donc ça c'est très individuel. Peut-être que d'autres cues vont mieux marcher pour certains lifters ou quoi. Moi je sais que il fallait que je me dise que je crunch ou alors que quelqu'un me frappe dans le ventre et du coup tu as ce petit moment de tu crunch pour que ça te fasse moins mal. Il y en a aussi c'est fais-toi le plus petit possible. Donc tu as tendance quand tu entends ça à te cruncher un peu. Donc ça peut être des cues, vous faites celle qui vous semble le plus naturelle à vous et qui c'est le plus efficace. Et en fait ce qui fait ça là, ça vous fait deux choses qui sont très cool, on va pas se mytho, c'est que ça va rendre votre bassin, enfin rendre votre colonne plus neutre, donc meilleur bracing, parce que quand on est comme ça, on a les abdos étirés, c'est très compliqué d'avoir un très bon bracing et tout. Moi, je vais pas vous faire tout l'aspect technique au niveau du pelvis, au niveau de cage thoracique. Il y a d'autres vidéos qui le font plus, mais moi, je vais vulgariser un max et juste vous dire que ça vous met dans un meilleur alignement qui vous rend juste plus fort, plus compact. Et donc, vous vous déformez moins sous la barre. Donc déjà, de 1, vous êtes plus fort. Et de 2, ça vous permet de mieux atteindre la depth. Tout simplement parce que, du coup, en bas, vous n'êtes pas bloqué parce que vous êtes en full extension et que vous devez passer et que vous devez un peu arrondir le dos. Là, vous êtes déjà neutre, ce qui vous permet de mieux atteindre la depth. Et c'est tout bénef, quoi. Parce que sinon, t'as beau être fort, si t'as pas la depth, bah, de toute façon, c'est no lift en compète. Donc, on s'en rend pas les couilles. Donc déjà, voilà. Première chose, plus fort et la depth. Donc trop bien, juste avec cette cue. Secondo, donc ça c'est une cue qui peut vraiment marcher pour à peu près tous les lifters, de se dire ça. Moi, ce qui était plus spécifique à moi vis-à-vis de mes longs fémurs, on va dire, relativement parlant, c'était de me pencher durant le mouvement. Moi, j'avais tendance à ne pas aimer du tout me pencher. En fait, ça fait juste peur parce que tu as l'impression que la barre, tu vas pas réussir à la contrôler, que tu vas te casser la gueule. Enfin bref, c'est horrible comme sensation au début. Et il fallait vraiment que je me répète tout le temps quand je faisais penche-toi, penche-toi, penche-toi. Même pendant le mouvement, je me disais penche-toi. Et en fait, certaines personnes mettent en place des exercices comme des good morning et tout pour que les gens apprennent mieux la chose et n'aient pas peur. Nous, perso, avec mon coach, je sais pas ce qu'on a mis en place. Juste, j'ai mis la cue et au final, j'ai réussi à l'intégrer. Donc, tant mieux, j'ai pas perdu du temps, entre guillemets, à faire un good morning. Juste le fait de me dire penche-toi et donc un peu de faire le portefeuille au lieu de vouloir rester très droit. Du coup, je me mettais beaucoup plus l'accent sur la flexion de hanche et donc sur toute ma chaîne postérieure au lieu de rester très focus quad. Mais de toute façon, quand je faisais ma remontée, je vous le disais, mes hanches jumpaient et du coup, j'étais très chaîne postérieure. Parce que de toute façon, ma biomécanique est un peu fait comme ça. Donc, il faut que je force comme ça, tout simplement. Bref, surtout quand vous mettez ces cues en place, ne vous filmez pas que sur vos last warm-up / top set. Déjà, si vous faites vos last warm-up, c'est déjà bien. Mais faites-le sur toutes vos barres de chauffe pour pouvoir ajuster. Si vous ne le faites pas déjà bien à 70, bon, commencez à vous poser des questions et repasser à 70 en vous focusant là-dessus. Comme ça, vous pouvez directement bien ancrer le pattern. C'est pas au last warm-up ou au top set que vous allez devoir faire des modifications de technique. L'échauffement, c'est pour se préparer à une technique en particulier. Donc, si vous ne l'avez pas fait sur toute votre gamme de chauffe, ça sert à rien. Voilà. Donc ça, premier tips, filmez-vous et analysez quand vous faites un changement technique. C'est hyper important. Une fois que vous auriez ce schéma qui est bien ancré, bon, plus besoin de filmer tous vos sets de chauffement. On s'en bat les couilles. Faites votre last warm-up et votre top set et ça sera très bien. Voilà. Donc ça. C'était la première chose. Enfin, c'était les deux cues qui m'ont beaucoup aidé. En vrai, je pourrais m'arrêter là-dessus. Autre petit truc qui m'a beaucoup aidé. Je trouve que si je devais faire un comparatif, c'est un peu les petites roues sur les vélos. Vous savez, quand on apprend à faire du vélo, je trouve que c'est pas mal. C'est le pré-hinge. Le pré-hinge, vous en avez sûrement dû entendre parler ou quoi, c'est le fait de commencer son mouvement de squat par une petite flexion de hanche, comme ça. À quoi ça sert de pré-hinge? Alors, c'est pas une obligation à faire. Si ça se peut, vous êtes très bien à juste squatter direct, etc. Et ça peut se modifier au cours du temps, mais moi, personnellement, j'aime bien pré-hinge. Parce qu'il faut comprendre que quand tu fais surtout un low bar squat, tu as deux mouvements qui s'opèrent pendant la descente, c'est flexion de hanche et flexion de genou. Ça peut être très chiant de gérer les deux à la fois. Donc en fait, commencer avec un pré-hinge, ça te mâche le travail et du coup, tu n'as potentiellement plus besoin de te préoccuper de faire ta flexion de hanche. Tu fais uniquement une flexion de genou. Alors, je n'irai pas à l'abus en disant qu'il faut vraiment faire toute sa flexion de hanche. Moi, c'est ce que je faisais plus au tout début. Et maintenant, je pré-hinge toujours, mais beaucoup moins. Genre, mon cul va beaucoup moins vers l'arrière. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous pré-hingez, le poids shift au niveau des talons. Et quand vous descendez, le poids commence à aller trop vers la pointe de pied. Et donc, vous avez une trajectoire qui est full diagonale. Ça, c'est pas ouf.
d'un point de vue production de force et d'un point de vue purement biomécanique, on voudrait que le mouvement soit pile contre la force qui s'exerce, donc la gravité et le poids. Voilà la gravité quoi. Donc c'est pas grave si c'est pas pile rectiligne, hein, de toute façon il y a beaucoup, enfin même à très haut niveau, il y a plein de personnes qui ne sont pas rectilignes, qui performent très bien, et il n'y a aucun souci là-dessus. Mais si on peut s'en rapprocher, c'est cool. Donc je dirais que c'est cool pour apprendre à débuter et pas trop se prendre la tête, et au fur et à mesure potentiellement réduire le pré-hinge ou ne plus en faire du tout. Mais en fait, tant que tu progresses avec cette technique, en pré-hinge, il n'y a pas besoin que tu te casses la tête en disant « Ok, je vais changer ma technique ». Je tente ta technique si tu progresses plus. Voilà, donc commence à bien masteriser une technique et au bout d'un moment, quand tu étais sur un plateau et quoi, tu peux penser à peut-être faire un changement de technique. Mais tant que ça fonctionne, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je suis assez content de ce que j'ai dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que le son aura été de qualité. Putain, si c'est de la merde, je vais me tirer une balle, je pense. Parce que ça fait la deuxième fois que je le fais, donc là, j'espère que c'était vraiment bien. Au début, j'espère que je n'étais pas trop proche du micro. Mais bref, maintenant, je vais pouvoir monter. The Bee, enfin. Ça me va, c'est bien. Bon, en vrai, bien content de ma séance, tranquillement. Petit 2-10. J'ai rien de spécial à vous dire sur le terre. De toute façon, c'est pas la vidéo là où je vais spécialement faire des conseils sur le terre. Déjà, le squat, je pense que ça va être suffisant et que ça en aura intéressé. J'espère. Vous me dites si ce genre de format vous plaît. C'est un peu du semi-vlog training et en même temps jeu technique. Donc voilà, vous me dites si ça vous plaît. J'espère en tout cas. Et j'espère que mes conseils vont potentiellement pouvoir en aider certains d'entre vous. Du moins, je le souhaite. Mais sinon, assez content. Sur le squat, j'étais bien. Je tremblais un chouille sur... ça se voit pas, je crois, à la vidéo, mais je tremblais un chouille sur la descente de la 187,5. Mais au final, c'est très bien passé. Je pense un petit RPE 7. Donc, cool. Cool. Et 2-10 qui passe également bien, même si je me suis fait un chouille saigné au niveau du pouce, mais c'est rien de très alarmant. Hein. Un petit peu de cicatrille et tout, et dans 2 jours c'est réglé je pense. J'ai beaucoup parlé durant cette séance, c'est une dinguerie, j'ai mis tellement de temps à la finir. En même temps normal, on a commencé à lancer de parler d'animé et tout. On est passé par One Piece, Naruto, Dragon Ball, donc vraiment des trucs de ouf. On est resté beaucoup sur One Piece avec les levels de puissance et tout, mais c'était vachement intéressant. Tu vois, je le pose là parce que c'est la question que j'ai posée à tous les membres du club qui regardent One Piece. Pour vous, Mihawk, il est à quel niveau? Voilà. Genre, si on devait faire par rapport à des Yonko ou des Amiraux ou des commandants, vous le mettez à quelle échelle? Je vous jugerai sur votre avis, mais je ne vous influence pas. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura fait kiffer. Et on se retrouve bien évidemment pour la prochaine. Donc des bisous les gars. Ciao. Et les filles, putain, je peux oublier. Non, vous inquiétez pas, pas besoin de spot. Bah c'est toi, t'inquiète pas. T'inquiète. Casse-toi, il y a la vidéo derrière. Oh putain.